Bonjour mamie. Bonjour mon Louis d'amour. Donc comme je t'en avais parlé, j'aimerais te poser quelques questions pour un devoir. Je suis à ton service. Est-ce que tu pourrais me parler, est-ce que tu pourrais me parler de ton enfance? Oui. Donc je suis ta grand-mère maternelle. Ta maman est ma fille aînée. Je suis née en 1941, donc pendant la guerre, dans un petit village à côté de Fontainebleau. Je suis donc Belly-Fontaine et je suis arrivée à Paris à 1 an, du côté des Buttes-Chaumont. Et comme on n'avait pas de jardin, les Buttes-Chaumont étaient notre parc. Donc je voulais savoir comment t'as rencontré ton mari, mon grand-père. Ton grand-père, ses parents avaient ce qu'on appelle le club Mickey à Luc-sur-Mer. Et à l'adolescence, on a fait partie de la même bande, parce qu'on appelait ça comme ça. Et on se retrouvait, on ne se voyait pas du tout pendant l'année. Et pendant 7 ans, on s'est vus, on se retrouvait l'été. Je me suis mariée en 63 quand il est revenu après 2 ans de guerre d'Algérie, et ta maman est née le 2 janvier 1964. Donc c'est ma fille Et aînée. comment t'as accueilli la nouvelle de tes enfants? Que du bonheur, j'en voulais 6. Et du coup après tes enfants ils ont grandi et du coup ils ont eu des enfants. Et donc c'est quand qu'on t'a annoncé que t'allais devenir mamie? Ah, ça c'est mon cadeau de mes 50 ans. C'est mon plus beau cadeau de cette année-là. Ta maman venait de m'annoncer qu'elle attendait ton frère Florent. Après, je suis restée 11 ans aussi, sans petits-enfants. Et ils m'ont tous fait un petit mec. Donc c'était le début de l'équipe de foot. Mais ils se sont arrêtés à 4. Comme on formait une communauté, tout était discuté et j'ai eu la chance d'avoir un petit-fils qui s'intéressait à tout. Donc que ça passe de la couture à la cuisine, aux monuments historiques, à l'histoire du débarquement, puisqu'avec ton cousin, vous me refaisiez dans le jardin avec les petits micro-soldats qui s'appelaient je ne sais plus comment, les micromaniens ou je ne sais quoi. Vous faisiez, moi je suis sur le gravier, je suis sur la terre, je suis donc allemand, et toi tu es sur les pavés, tu arrives par la mer, tu es les libérateurs, tu es anglais, tu es canadien, puisque en Normandie où je suis, ce sont les Canadiens qui ont débarqué en 44, le 6 juin. Il n'y avait pas de machisme, il n'y avait pas de féminisme, il n'y avait rien du tout. J'avais le bonheur d'avoir des êtres humains qui partageaient tout, la curiosité de la grand-mère, les corvées entre guillemets, le jardinage, arroser, même le petit arrosoir était trop lourd. C'était quelque chose qui te gonflait très 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 vite. Et tout ça, c'est en film et en images, puisque voilà, je fais beaucoup de photos. D'ailleurs, pourquoi tu prends autant de photos? Parce que je pense que je tiens ça de mon papa, avec des moyens bien différents. C'est-à-dire que maintenant, le progrès fait qu'en fait, on n'a plus rien à faire. C'était absolument. Ouais. Je les ai tirés sur papier, puisque je fais des albums. Je tire 300 photos sur papier tous les ans, indépendamment de tout ce que j'ai en stock sur le disque dur. Mais c'est des photos avec l'éclairage, c'est absolument sublime, hein. Donc voilà, c'est un ensemble de tout, et j'adore l'image, et, et voilà, moi je ne suis pas dans la fiction, j'adore regarder mes enfants, mes petits-enfants dès la naissance, puisque j'ai eu la chance d'être à Paris à la naissance de mes 4 petits-fils. Et du coup, tous tes albums photos que tu as, tu comptes en faire Oui, quoi? on en est à 25, plus tous les albums de mes voyages dans le monde entier, qui eux sont dans des albums à part, par pays. Le soir, ça m'arrive, avant de me coucher, de prendre un album au hasard, et je le fais aussi avec tout ce qui est stocké. Je prends une année, et là récemment, j'ai fait ta première communion et ta profession de foi. Et je prends tous les ans mes fleurs, voilà, parce que j'aime ça, et une branche qui bouge, ça m'interpelle. J'aime ça.
Alors quand il y a mes petits-enfants dans le décor, c'est encore mieux. Tu penses qu'il y a un lien entre le fait que j'aime l'audiovisuel, que t'aimes les photos et que ton père avant aimait les photos? Je pense que toi, tu es né avec ta grand-mère qui avait un regard bizarre puisqu'elle avait un appareil collé et que tu as toujours... J'ai des photos, tu n'as pas un an, tu regardes l'objectif, tu souris, même quand ta maman te donnait à manger, j'ai une photo que j'ai vue récemment. Donc oui, oui, je pense que ça se transmet. Oui, tu as ouvert les yeux, tu savais qu'il y avait les photos de l'année d'avant. Tout le monde a maintenant, et c'est beaucoup plus facile parce que on a ça sous la main. Quand moi je n'ai pas mon appareil photo, j'ai mon portable, c'est un réflexe, j'aime ça. Et je pense que toi, tu t'es pas posé la question. Tu as toujours vu ta grand-mère avec. Non, non, vous êtes né, tu es né, tu avais ta grand-mère avec l'objectif. Oui, oui, oui. Je pense que c'est. Ouais, ton arrière-grand-père était un artiste. Parce qu'avec les moyens de l'époque, il a fait des photos magnifiques. Oui. Donc peut-être que c'est dans les gènes, comme tu as des gènes italiens, comme tu as des gènes, oui, 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 oui. Non, non, euh, bah moi je suis riche de 80 ans Bah quand oui. même, chérie. Voilà mon cœur. Je te souhaite bon courage. Bah toi aussi, mamie. Gros bisous. Je te fais gros Gros bisous, mon bisous, amour. mamie. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air triste. Non, tout va bien. Arrête, je te connais, je sais qu'il y a quelque chose. Enfin, ouais, un petit peu. Je suis un petit peu nostalgique. Je sais, c'est à cause de papa. Ouais. Bon, tu sais quoi? Raconte-moi une petite histoire de vous deux à l'époque. À l'époque, quelle époque? Quand Avant vous que tu étiez naisses jeunes, dans votre mariage par exemple, quand vous vous êtes rencontrés. Alors là, c'est une longue histoire. Je te l'ai jamais raconté? Non. Donc, j'ai fini la fac et puis j'ai fait mon troisième cycle. Enfin, c'est un peu l'équivalent du master d'aujourd'hui. Et puis, j'ai eu mon job à l'université. J'ai décroché mon job à l'université et c'est là où j'ai rencontré ton papa. Et bien entendu, euh, bah, c'était le coup de foudre. C'était le coup de foudre. Et puis, donc, on s'est connus. On t'a pas eu tout de suite.
La fête du mariage fut un moment inoubliable. Elle s'est déroulée au palais Chahed à Fès, au Maroc, et a duré 2 jours et 2 nuits. La décoration était digne d'un conte de mille et une nuits. Tout le monde avait porté ses plus beaux habits. Les hommes portaient de beaux costumes et les femmes portaient de belles robes et des caftans pailletés. Moi-même étant papa, nous nous sommes changés à plusieurs reprises. On nous a installés dans une sorte de palanquin en bois plaqués d'or et d'argent, et avant étaient portés alors que les invités dansaient autour de nous. Bref, la fête durait jusqu'au petit matin et nous avons à un moment donné tout quitté pour partir en lune de miel, comme tout le monde d'ailleurs. Durant notre lune de miel, nous avons visité la captivante ville de Marrakech, sa médina envoûtante, ses jardins éclaboussants de vie et la place de Jamal Fna, très connue. Nous avions ensuite fait un détour par les montagnes de l'Atlas où on a pu découvrir les secrets cachés du Maroc profond et de ses czars très anciens. Avant de remonter vers le nord et de passer quelques jours dans la ville de Chefchaouen, la ville de mille et une nuances de bleu. Durant l'une de nos randonnées là-bas, nous nous sommes arrêtés aux cascades d'Akchour. Durant notre séjour, nous avions pris l'habitude de savourer notre thé à la menthe dans la superbe terrasse du riad où nous logions. Tout ça, c'est vraiment beau et romantique. Mais j'aimerais bien savoir comment est devenue votre relation après toutes ces années. Là, on a basculé vers la vie de couple, les engagements, les responsabilités, puis aussi, par moments, de l'amusement. Voilà. Euh, voilà, donc c'était quand même aussi une partie de ma vie, ou c'est toujours une partie de ma vie que je chéris au plus haut point. Voilà mon petit chou, voilà ce que a vécu ta maman dans ce beau pays qu'est le Maroc et dans cette partie de ce beau pays qu'est la région de Fès et de Tazeille de Fès. Voilà. Bonjour, je vais vous raconter l'histoire d'une enfance difficile, chamboulée par un changement de pays et de vie. Il s'agit là de la vie du père de ma mère, mon papy, celle de Jean-Pierre Wlodarczyk. Vers les années 1930, un couple d'immigrés polonais sont venus en France pour trouver un travail et pour fuir l'Allemagne ayant envahi le pays, laissant leur fils Richard en Pologne qui se fit élever par son oncle polonais. Par la suite, l'année 1933 fit apparaître un petit garçon du nom de Jean-Pierre, mon papy. Il n'a malheureusement aucun souvenir de son père, qu'il n'a pas connu, car celui-ci est mort lorsqu'il était trop petit pour s'en souvenir. Mon papy est resté en France avec sa mère, car elle y avait du travail. Il s'agissait de travail manuel, car elle n'avait pas fait beaucoup d'études. Elle travaillait par exemple dans le domaine de l'agriculture, puis en tant que femme de ménage, et beaucoup d'autres types de métiers. Elle a d'ailleurs parfois été surexploitée, comme beaucoup d'immigrés à cette époque, et travaillait donc beaucoup. Ce travail n'était en plus pas forcément déclaré. Elle faisait du travail au noir, pour employer le terme de l'époque. Mon papy a donc été pratiquement élevé, seul, tout le long de son enfance, avec sa mère, qui travaillait beaucoup pour subvenir à leurs besoins, et n'avait pas trop de temps pour lui. Ce qui fut réellement compliqué pour lui était qu'il n'avait pas de figure paternelle, et devait donc se débrouiller la plupart du temps, seul, vu que sa mère n'était pas souvent présente, à cause de son travail. Il réussit à se débrouiller malgré tout ça. En grandissant, il arriva de plus en plus à être autonome. Sa mère, qui avait refait sa vie une première fois,
avec un mari malheureusement infidèle, s'est séparée et a continué de s'occuper de mon papy, seule. Tout ça en traversant et en subissant durement la guerre. Ce fut assez douloureux pour mon papy, car il avait enfin trouvé une figure paternelle qu'il perdit ensuite. Endurant la guerre, la solitude et le manque d'un père, Jean-Pierre Wlodarczyk s'est accroché et a fondé une très grande famille à Amiens, où il y eut 8 enfants, dont ma mère, et où il demeure encore maintenant avec sa femme, ma mamie, dans une petite maison afin d'y passer ses vieux jours. Dans ce film, je parlerai de mon arrière-arrière-grand-père, Paul, qui a attrapé la tuberculose dans les tranchées, ce qui l'a tué en 1923, ainsi que 2 de ses enfants, Marguerite, 15 ans, et Marie, 20 ans. Il ne reste plus alors que 2 enfants, qui ont survécu à cette contagion. Paul, le personnage dont je parle, était apparemment un père bourru, qui parlait peu et qui était paysan en Haute-Saône. Louise, la mère, elle, a toujours été gentille et dévouée pour ses enfants, et très courageuse, malgré le fait que son mari et 2 de ses enfants sont malades, et qu'il fallait donc remplacer le mari pour les tâches. Marie, elle, était l'aînée, mais voulait contaminer tout le monde lorsqu'elle est tombée malade. Georges, comme il est parti de la maison très jeune, n'a pas été contaminé par la tuberculose. Marguerite était la fille la plus gentille, et s'est occupée de son père quand il était malade. Renée, la plus jeune, mon arrière-grand-mère, était très douce et gentille, et qu'il n'a pas non plus été contaminé. À l'époque où vivait mon arrière-arrière-grand-père, les habitants vivaient de la culture de pommes de terre et du chou, et des animaux qu'ils élevaient s'ils en avaient. Le climat était très... En effet, le village se trouve sur le contrefort des Vosges. Il y a donc des hivers rudes et des étés secs, ainsi que des orages très violents. La région dans laquelle Franche-Comté vivait mon arrière-arrière-grand-père était une région plutôt industrielle. Il y avait en effet l'usine, qui est aujourd'hui désaffectée et reconvertie en haras. L'usine a été une féculerie, puis de l'outillage. Dans le village, il y avait une mine de gypse, dont l'entrée a été condamnée, puis un carrière de sel, dont les trous ont été transformés en lacs, ce qui a créé la base de loisirs de la Saline. Il y avait aussi une ligne de chemin de fer qui reliait Lure à Vounan, et à d'autres villages. Puis en 1900, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante, au robinet, pas de salle de bain, ni de WC dans les fermes. Plusieurs personnes de la même famille vivaient sous le même toit, grands-parents, oncles, tantes. Pour dormir, les habitants se partageaient 1 ou 2 chambres. La vie à la campagne était très différente d'aujourd'hui. On trouvait autour de la ferme tout ce qui lui était nécessaire. Des granges, des étables, un puits. Au rez-de-chaussée se trouvait une cave. Le grenier servait à entreposer les récoltes. L'eau vitale est si rare. Les femmes devaient aller chercher l'eau au puits. On ne se lavait pas si souvent qu'aujourd'hui et on faisait ainsi des lessives que 2 ou 3 fois par an. Près de la maison, le jardin potager fournissait les légumes et les fruits. La veillée au coin du feu. Si en été, les paysans profitaient de la lumière du soleil pour travailler plus longtemps, dehors, en hiver, ils se réunissaient autour du feu où chacun participait à des tâches. Tout en travaillant, ils chantaient et se racontaient des histoires. La vie en commun. Les longs travaux étaient faits en commun. Les paysans se retrouvaient aussi à la foire, à la messe ou à la fête du village. C'était important de partager ces moments en commun. J'ai vu une quotidienne qui était rude pour chacun. Lorsque la Première Guerre mondiale a commencé et que les soldats français et allemands se sont enterrés dans les tranchées, les conditions de vie étaient entre 2 pilonnages d'artillerie, les soldats attendent, ils dorment, jouent à la manille, écrivent et combattent l'ennui en coquant tout un artisanat avec le cuivre des douilles. C'est ce qu'on le nomme l'art des tranchées. À la maison, nous avons plusieurs vases réalisés dans les tranchées par mon aïeul. Les hommes font la chasse aux rats par tous les moyens, dans un seul trou.
Ils en ont tué 17. Les rats amènent la puce et les gales. Les poules sont la plaie de toutes les tranchées. Les corps des morts pourrissaient, ce qui emmenait des parasites et des maladies, telles que la tuberculose. Mais pour tous ces soldats de première ligne, ces conditions d'hygiène catastrophiques et les maladies rares qu'elles engendrent ne sont rien à côté de l'angoisse de l'attaque. Ils doivent rester au moins une semaine avant la relève de ceux de la seconde ligne. Après les assauts, survivants de la première ligne repartent avec leurs blessés par des fossés étroits appelés les boyaux. Ils débouchent sur la troisième ligne, l'arrière-front. Il en faut un moment pour en prendre leur souffle. Un soldat écrit même « On a lu des lettres des prisonniers Boche. Ce sont les mêmes que les nôtres. La misère, le désespoir, la monstrueuse cupidité de toutes ces choses. Ces malheureux sont comme nous. Le malheur est pareil pour tous. » Il y a beaucoup d'objets anciens. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé de photos pour chacun d'entre eux. Il y a donc dans la maison le tableau de chacune des personnes qui ont vécu dans la maison. Il y a aussi 2 anciennes radios, une balance fonctionnant grâce au système de balance romaine, une machine à écrire. On peut comparer la Covid de la tuberculose, car la tuberculose est une maladie infectieuse, contagieuse et chronique qui atteint les poumons, mais aussi d'autres organes. Les multiples points communs entre la Covid et la tuberculose sont leurs symptômes. En effet, la tuberculose et la Covid ont des symptômes en commun, comme des risques cardiovasculaires, la respiration chronique. De plus, ils ont des moyens de transmission semblables, comme par l'air, contaminé par la muqueuse, mais par contre, il ne faut pas utiliser les mêmes mesures d'hygiène pour ces 2 maladies. Podes-me contar como é que foi quando tu viste aqui para a França? O que é que aconteceu na viagem? Quando eu vim para a França, não sabia o que eu ia encontrar primeiro. Não é? Depois, a viagem foi dura, foram 22 horas e meia. E pronto, quando cheguei aqui era diferente da vila que eu morava, que nós morávamos. Depois foi uma questão de se habituar ao dia a dia da França. E o que é que achaste da França quando chegaste aqui? Quando chegaste aqui a Paris, o que é que achaste da França? Quando cheguei a Paris, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção foi era muito trânsito. Fiquei impressionado com o trânsito. E pronto, e umas coisas mais. Pronto, era um bocadinho mais diferente da nossa vida. Porque há mais pessoas e não é assim tão calmo como em Portugal. Não. Mais stress, é diferente. E sim, a vida aqui é mais difícil. É melhor, mas é mais difícil. Tens receio de ter vindo aqui para a França? Tipo, não terias ficar melhor em Portugal? Assim, se tivesse as condições de vida que tenho lá, que tenho aqui, é lógico que ia para estar em Portugal. Aqui melhorou-se um bocadinho, é melhor a vida, mas também é mais duro, trabalhamos muito mais. E também temos esse problema de sermos imigrantes aqui e imigrantes em Portugal. Também porque não temos morado aqui, mas temos os papéis portugueses, mas lá, como temos a morada aqui, também somos considerados estrangeiros. É um bocado complicado. E tens uma anedota assim a contar como aqui? Tens assim uma coisa que quando tu pensas a ter vindo aqui para a França, é a primeira coisa que te vem assim à cabeça? Ainda hoje não falo francês, ainda não falo bem francês, e era dizer uma coisa em francês, toda a gente se ria. E se dissesse que estavas constipado? Isso não. Fizeste como ela? Não, isso não me aconteceu, mas aconteceu com o caso de, por exemplo, a cousine e cousin.
fiz essa e alguém se riu de eu fazer essa comparação. Tá bom? Obrigada, pai. Tens de quê, meu filho? Viva! Viva Portugal! Un jour, je parlais à ma mère. Elle me racontait une anecdote d'elle quand elle avait mon âge. Et avec le recul, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas grand-chose de sa vie avant que je naisse, à part qu'elle avait vécu en Martinique, en Guadeloupe, et qu'elle avait déménagé de nombreuses fois en France. J'ai donc décidé de l'interviewer en lui demandant comment elle avait réussi à s'en sortir et en arriver là. Je suis née en Alsace en 1969. Voilà, mes parents sont restés quelques années en France. Et je suis née ici. Et quand j'avais 9 mois, ils ont décidé de repartir aux Antilles. Voilà. Donc le reste du temps, je suis restée en Martinique. Jusqu'à l'âge de 10 ans, je suis restée aux Antilles. On a voyagé entre la Guadeloupe et la Martinique à plusieurs reprises. On a fait des séjours, de longs séjours. On a vécu aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique. 5 années en Guadeloupe, 5 années en Martinique. Et mes parents ont décidé de venir s'installer en France. Est-ce que c'était difficile de changer de pays ? Oui, j'avais 9 ans quand ils ont décidé de partir en France et ils nous ont laissés, avec mes 4 frères et sœurs en Martinique chez notre grand-mère. Qu'est-ce qui était difficile en fait ? Ce qui était difficile, c'était la séparation pendant 1 an avec mes parents. Voilà. Même si on était dans un cadre idyllique avec la mer, la rivière, plein de choses à faire avec plein d'enfants autour, les maisons ouvertes, c'était quand même difficile. Voilà. Donc dès ils sont partis ici pour chercher du travail. Voilà. Donc, on est arrivé en France en octobre. L'école avait déjà commencé depuis le mois de septembre. On est arrivé fin octobre. Ça a été une déchirure complète parce qu'au niveau de la température, c'était quand même un choc pour nous. Se familiariser avec la vie en France. Les petites habitudes, on a toujours habité en maison avec toutes les maisons ouvertes avec les gens qui peuvent rentrer, sortir comme voilà. Et ici, on était perchés au 4e étage dans un appartement et voilà, ça changeait beaucoup de choses. Les températures ont commencé à baisser, il faisait froid. La grosse difficulté pour moi, c'était l'école, voilà. Je suis partie, j'étais au CM2, je commençais mon année de CM2 et au mois d'octobre, voilà, une coupure complète. Et les gens à l'école, ils étaient gentils ? Arrivé en France, oui, du coup on a dû intégrer en cours d'année, j'ai dû intégrer une classe de CM2. Les enfants, je n'ai eu aucun souci d'intégration avec les élèves. La grande difficulté pour moi, c'était de suivre le niveau scolaire entre la Martinique et la France. C'était vraiment, il y avait un grand décalage. Voilà, donc il a fallu que je m'adapte. Ça a été très dur. Voilà, il m'a fallu 1 an pour essayer de rattraper le niveau scolaire au niveau rapidité, au niveau de
toutes les instructions qu'on a pu avoir en Martinique et ici, c'était complètement différent. Donc voilà, j'ai redoublé mon CM2, voilà, premier échec. Hein. J'ai redoublé mon CM2 et puis l'année d'après, j'ai pu rattraper tout mon retard et voilà, c'était reparti. Et pour trouver un travail, du coup, t'as fait comment? Comment? Pour trouver un travail? Pour trouver un travail, j'ai continué mes études, voilà, tout s'est bien passé tout s'est toujours bien passé au niveau école. J'étais une élève moyenne, hein, j'étais pas la surdouée de la classe, mais voilà, je suivais. J'ai décidé de me lancer dans le médico-social, voilà, dans les choix d'orientation. Et j'ai choisi d'intégrer une classe, c'était la filière F8 à l'époque, c'était une filière de sciences médico-sociales, voilà. Donc à partir de cette année-là, je n'ai voilà, pendant 3 ans, jusqu'à avoir mon bac F8 en sciences médico-sociales. Voilà, voilà, j'ai continué à suivre ce parcours-là dans le médical. Après avoir eu mon bac, je me suis inscrite dans une école d'infirmière où voilà, j'ai eu mon diplôme aussi 3 ans après. Voilà, j'ai été infirmière pendant de 1988 jusqu'à 2019. Non, oui, 2020, j'étais infirmière. Donc, pendant les années d'école, on a fait plusieurs stages dans différents services. Entre autres, j'ai pu aller dans le service de néonatologie, réanimation néonatale avec les enfants qui viennent de naître, les prématurés. Et ça m'a beaucoup plu et du coup, j'ai décidé de travailler dans ce service. Voilà. Je suis restée à travailler 28 années dans ce service que j'aimais beaucoup. Voilà. J'ai décidé de me lancer dans une formation pour être puéricultrice. Donc j'ai passé le concours et que j'ai réussi. Donc j'ai intégré l'école de puéricultrice qui a duré 1 an et au bout d'1 an j'ai eu mon diplôme et maintenant voilà, j'ai trouvé un nouveau poste de travail. Je suis directrice dans un centre de protection maternelle et infantile depuis très peu de temps. J'ai commencé le 1er avril de cette année. En Guadeloupe. Voilà, encore un changement scolaire, un changement de lieu d'habitation. Donc là, il a fallu s'intégrer encore dans une nouvelle école avec de nouveaux amis, de nouveaux collègues d'école. Et oui, là, c'est la seule année qui me reste voilà, la plus négative de toute ma scolarité, où j'ai été un peu mise à l'écart. Voilà. Pourquoi? On se moquait de moi parce que cette région de la Guadeloupe, c'était une région avec plein de marécages, ce qui voulait dire énormément de moustiques. Donc quand on est arrivé ici, on était la proie de moustiques. On avait des plaies, c'était horrible. Même en se levant, j'arrivais même plus à marcher. Tellement les plaies étaient infectées et du coup j'avais des boutons de piqûres de moustiques un peu partout. Donc j'étais un peu la pestiférée de la classe. Entre autres, voilà, il y en avait une parmi tous les élèves qui menait un peu la danse et qui disait aux autres de ne pas me fréquenter, que j'avais la gale, que j'avais voilà. Donc je me suis sentie, oui, cette année-là, voilà, très très isolée. C'était pas la meilleure année. C'était en quelle année? Comment? C'était en quelle année de faire de la galère? J'étais au CM1. C'était en Guadeloupe. Voilà, c'est le seul moment de ma vie où j'étais. Voilà, c'était même avec des gens voilà, de couleur comme moi Français, et qui on peut se rendre compte que la discrimination elle existe partout.
Et arrivée ici, je n'ai jamais, tout le reste de ma vie, je n'ai jamais rencontré ce genre de problème avec qui que ce soit. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? Et t'es contente d'avoir pu être en France, travailler en France, ou tu aurais préféré rester à Martigny? Oui, je suis très contente d'être arrivée en France. Je me dis, c'est que mes parents nous ont donné une chance de pouvoir découvrir plein d'autres choses, d'autres cultures, voilà, ce qu'il n'y avait pas forcément en Martinique. C'était que des Antillais, voilà, toute la culture qu'il peut y avoir ici en France, de toutes sortes, voilà, j'ai pu rencontrer, avoir différents amis de différentes cultures, et ça c'est quelque chose de très enrichissant. Voilà, j'ai fait du coup beaucoup de voyages pour essayer de découvrir d'autres façons de vivre. Donc, ton grand-père, à 14 ans, est parti travailler sur Paris. Il a commencé par apprendre la maçonnerie. La maçonnerie ne lui plaisait pas. Il a donc fait de la plomberie. Et alors, de la maçonnerie, il est parti avec un copain à lui, qui était maghrébin. Et ils se sont présentés tous les deux dans une société de plomberie sur Paris. Et le patron de cette société a dit à ton grand-père, toi je te veux bien, mais ton copain j'en veux pas. Et ton grand-père a répondu, il avait un cœur d'or, il a répondu, c'est ou tous les deux ou rien. Donc ils ont été embauchés tous les deux. Voilà. C'est cool ça. Ouais. Et donc il faisait à l'époque, après quand il a eu peut-être plus 17, 18 ans, peut-être à cette époque-là, il a fait ce qu'on appelle la corde à nœud. La corde à nœud, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il travaillait sur les toits, il a travaillé sur le toit du Gaumont, le cinéma Le Gaumont, à Paris. Paris, oui. Et c'était assez dangereux, donc il avait une prime de risque. Et comme il voulait gagner beaucoup d'argent, à l'époque il travaillait tout le samedi, la semaine du lundi au samedi soir. Et il n'y avait que par jour? Dimanche. C'était 8 heures. Ok. Oh oui, 8 heures par jour. Voilà, donc après il est parti à 20 ans faire son armée, donc 4 mois je crois en France, à Vernon, et puis le reste pendant 2 ans en Algérie, en Grande Kabylie. Okay. Et puis il est rentré d'Algérie au mois de mars. C'était pour son service militaire, c'est ça? Oui, de mars 62, et il s'est marié avec sa grand-mère, moi, en juillet 62. Moi, je travaillais dans une société immobilière, et puis lui dans la société de plomberie sur Paris. En 66, il décide de s'installer à son compte, donc tout seul, bien sûr. Et on avait donc ce petit appartement, un petit secrétaire, avec une petite machine, une machine à écrire, mais portable, toute petite. Et puis moi, le soir ou le week-end, je commençais à taper les devis, factures. Bon, à l'époque, quand il a commencé tout seul, il n'y en avait pas énormément, mais au fil des années, il embauchait un ouvrier tous les ans. Donc, au bout d'1 an déjà d'installation, ils étaient déjà 3. Et ça me donnait, moi, beaucoup de travail. Entre-temps, ton oncle est né. Et pendant 1 an, j'ai réussi à continuer mon travail à la société immobilière, tout en m'occupant du bébé, tout en m'occupant de l'entreprise. Okay. Donc, quand Laurent est né, on a eu la chance de pouvoir avoir un appartement plus grand, un 3 pièces, dans lequel notre chambre, derrière l'armoire, on avait laissé un espace, et c'est là où le secrétaire était, avec la petite machine toujours portable. C'est du coup là que tu avais tes devis? Les devis, les factures, s'il y avait un courrier à faire, je m'occupais un petit peu de... Okay. Voilà. 5 ans après arrive ton père,
Voilà. Donc là, je m'arrête, on prend une secrétaire. Et puis petit à petit, bon ben, ça s'est agrandi. On a fini par avoir des bureaux dans un appartement. Et puis il a eu l'opportunité d'acheter un terrain sur Sannois où il a construit son atelier. Parce que là, l'entreprise avait grandi. Et les années passant, il y avait même 2 entreprises, Li Benedetto et l'autre Sarenov. Et moi, j'ai repris le travail après une interruption de 3 ans pour m'occuper de Luc, ton papa. Et donc, il m'a mis gérante de la société Sarenov. Donc, ça marchait super bien, avec une petite baisse d'activité quand même en 91, quand il y a eu la guerre du Golfe. Ça a amené des difficultés. Et en plus, cette année-là, il perd son bras droit, Denis, son chef. Donc ça l'avait beaucoup affecté, ça a vraiment été une grosse perturbation. Bon. Et puis l'année d'après, malheureusement, c'est lui qui est parti. Donc c'est Laurent, qui avait 25 ans, qui travaillait depuis à peu près 2 ans avec son père, qui a repris l'entreprise. Et là, c'était... Là, on a eu beaucoup de problèmes. Ben oui, à l'époque, beaucoup de problèmes.